effectivement, je vais vous parler d'aspects physiopathologiques. Je voudrais quand même dire en préambule que il y a eu au début de la pandémie beaucoup de revues et d'hypothèses sur effectivement le surrisque associé aux formes graves de Covid-19. Et donc, on va essayer de décortiquer en fait un certain nombre de facteurs, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Donc, bon, je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette présentation. Alors, en bref, donc, ce qu'on a vu, donc là, vous le savez tous, donc la Covid-19, donc facteur de risque majeur de syndrome de détresse respiratoire aiguë. On a parlé d'un certain nombre de facteurs de risque de gravité liées à la sévérité de la Covid-19 et puis dans ce contexte de l'obésité et en particulier l'obésité sévère. Et donc Sébastien Tchernikov l'a abordé également rapidement. J'avais repris sur cette diapositive d'autres facteurs. On vient de parler de la corticothérapie, mais toutes les questions liées à la nécessité d'adapter la pharmacothérapie, en particulier chez les patients avec une obésité sévère, des difficultés aussi d'investigation de ces patients. Également en réanimation, du matériel non adapté dans certaines unités. Et puis, on a évoqué dans les discussions aussi rapidement, également dans l'introduction, donc les problématiques de malnutrition qui ne sont pas forcément abordées non plus. En tout cas, Cyrielle Cossy vous l'a bien montré, donc des résultats sur la mortalité induite par ce syndrome de détresse respiratoire aiguë en cas d'obésité. Alors, ces différents facteurs peuvent être résumés en fait sur cette plaque. Ce que vous avez donc à gauche de l'écran, je dirais, sont un certain nombre de facteurs finalement mécaniques, c'est-à-dire sur la fonction pulmonaire, l'hypoventilation, la capacité respiratoire, des aspects sur la contractibilité du diaphragme. Ce sont des choses qui sont étudiées dans le cadre de l'obésité et qui pourraient jouer un rôle en fait, sur cette baisse finalement de fonction respiratoire, les enjeux liés au stress cardio-rénal, l'élévation de la pression artérielle chez certains patients, le risque thromboembolique qui est aussi bien déterminé, et puis bien sûr les facteurs métaboliques dont on a parlé, associés donc, aux comorbidités, enfin, en particulier au diabète. Donc ces aspects mécaniques, et puis à droite, des aspects liés aux enjeux de la fonction immunitaire, et c'est surtout ça dont je vais vous parler, avec notamment des données nouvelles en fait, sur la problématique de la réponse immune en fait, des patients en situation d'obésité, et puis ce qui est discuté aussi sur l'augmentation du portage viral, éventuellement de la transmission dans l'obésité. Et en fait, je voudrais quand même dire d'emblée qu'il y a eu beaucoup d'analogies qui ont été faites avec les autres maladies virales et qu'on manque encore en fait de données dans le cadre du SARS-CoV-2 ou de la COVID-19 pour expliquer l'augmentation de la sévérité de cette maladie chez les patients obèses. Alors là aussi, je vais m'aider de cette plaque pour rediscuter aussi avec vous des aspects liés à la réponse immunitaire. Donc, comme vous le savez, on a donc pu réviser nos cours d'immunologie et aussi de virologie, les cours de médecine. Donc, en fait, quand on a une réponse adaptée, et en particulier par ce virus SARS-CoV-2, en fait, on va mettre en jeu la première ligne de défense à cette infection virale par l'intermédiaire de la réponse innée, et en particulier une réponse interféron de type 1. Donc, il y a eu rapidement, en fait, après la découverte du virus, des progrès, en tout cas dans la compréhension de l'entrée du virus au niveau de l'épithélium via cette protéine donc Spike qui va se fixer sur ce récepteur AC2, et puis effectivement l'action donc via les cellules endothéliales et l'épithélium alvéolaire. Donc, réponse innée, première ligne de défense, les macrophages, les granulocytes, puis ensuite, rapidement après, une réponse adaptative avec la mise en jeu, bien sûr, des lymphocytes T, des CD4 avec dans cette réponse coordonnée, et puis également des CD8. Et puis, on a parlé de ces différents facteurs de risque, ces différentes comorbidités, et donc finalement, ce qui explique la sévérité de la maladie Covid-19, c'est le débordement du système où très rapidement, il va y avoir une altération de cette réponse innée
également une réponse adaptative altérée également. Vous voyez ici, on voit le virus qui va inhiber la réponse de type 1 interféron. Et puis, ce qui a été bien rapidement déterminé, ces cytokines qui vont être produits en excès, qui vont également contribuer à cet orage cytokinique, donc qui est associé à la sévérité de la maladie et probablement la mortalité. Alors, si on se dit que si on regarde en fait ce schéma, on se dit, bah oui, au fond, il y a plusieurs composantes de cette réponse qui sont altérées dans l'obésité, et en particulier concernant la réponse immunitaire. Puis, vous voyez les cytokines ici qui sont élevées. Eh ben, oui, quand on dose dans le sang chez ces personnes en situation d'obésité un certain nombre de ces molécules, elles sont effectivement élevées de façon chronique. Autre élément, ce qui avait été montré quand les chercheurs regardaient dans les lavages bronchiques des sujets obèses, d'ailleurs également pour les fumeurs ou les sujets hypertendus, il y avait également l'augmentation de l'expression de l'AC2 qui permet l'entrée du virus. Alors, l'entrée du virus dans l'organisme, c'est aussi discuté, et je voudrais citer vraiment cette très belle revue de Dan Drucker dans Cell Métabolisme récemment, qui a repris en fait toutes les questions autour de l'entrée du virus. Donc en fait, on reconnaît ACE2 ici, aussi cette protéine, la TMPRSS2, qui également joue un rôle, mais aussi d'autres facteurs. Et ce que décrit très très bien Dan Drucker dans cette revue, c'est également l'implication d'ailleurs du métabolisme du cholestérol et des lipides, en fait, qui pourraient intervenir sur un certain nombre de facteurs, et en particulier des facteurs de gravité. Vous retrouvez également d'autres facteurs ici transmembranaires qui pourraient jouer un rôle en fait d'entrée virale. Mais ça, c'est des choses encore à bien étudier. Alors, que sait-on dans l'obésité ? Tout d'abord, donc ça, c'est plus un scoop, hein, on sait depuis plus de 20 ans maintenant qu'au cours de l'obésité, du diabète de type 2, donc il y a une inflammation systémique dite de bas grade qui a été mesurée donc, par typiquement l'élévation de la CRP ou de l'interleukine 6, qui sont des choses bien connues, mais aussi maintenant on sait plein d'autres interleukines et de cytokines. Donc c'est vraiment une myriade de ces facteurs qui sont retrouvés en fait en systémique chez les patients en situation d'obésité. Autre élément, donc quand on suit des personnes obèses, la perte de poids va diminuer. En tout cas, bon, ça dépend de l'importance de la perte de poids, de l'évolution cinétique, mais globalement, il y a une diminution des cytokines pro-inflammatoires et des protéines de la phase aiguë d'inflammation également. Le tissu adipeux est source de cette inflammation, et donc, bien sûr, ce qui est proposé, c'est que finalement, cette inflammation dite de bas grade pourrait être un lien de causalité entre l'expansion du tissu adipeux et les pathologies métaboliques et cardiovasculaires. Alors, concernant le tissu adipeux, j'ai repris une diapositive du laboratoire. Donc, en fait, vous reconnaissez les adipocytes. Donc là, ça aussi était bien déterminé. L'augmentation de la taille des adipocytes est associée à une production plus élevée de cytokines, d'interleukines, comme l'interleukine 6, pardon. Lorsqu'on va regarder des coupes histologiques de tissu adipeux, on va voir également l'accumulation de cellules inflammatoires, et on retrouve bien ici cette image très très caractéristique, donc l'adipocyte, les macrophages en couronne. On va également retrouver des lymphocytes, des mastocytes dans le tissu adipeux qui vont s'accumuler chez la personne obèse. Et donc voilà, lorsqu'il y a de l'accumulation d'inflammation comme ça dans le tissu, il va y avoir aussi l'installation d'une fibrose. Et d'ailleurs, ces zones fibrotiques sont aussi des zones de réserve d'ailleurs d'un certain nombre de molécules. Et puis récemment, et c'est un point sur la dimension physiopathologique qui peut être intéressante, c'est qu'on a étudié dans le cadre d'un RHU qui s'appelle KARMA, la sénescence du tissu adipeux chez les personnes obèses, dont la moyenne d'âge était d'une 40aine d'années. Et en fait, ce que vous avez sur cette image, on voit du tissu adipeux, et puis certains tissus sont bleus et d'autres blancs. Et en fait, le marquage bleu témoigne d'une activité de bêta-galactosidase qui témoigne d'une activité de sénescence accrue dans l'adipocyte. Et en fait, il y a une hétérogénéité dans le tissu adipeux des personnes. Certains ont ces manifestations
augmentation de sénescence du tissu adipeux et d'autres pas. Et en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que l'augmentation de la sénescence du tissu adipeux était associée à également une distribution plus viscérale du tissu adipeux, une insulinorésistance et à des comorbidités comme le diabète de type 2. Et ça témoigne également, cette élévation de la sénescence du tissu adipeux, de l'élévation, encore une fois, d'un certain nombre de molécules qui s'appellent ces molécules sénescence, protéines associées à la sénescence, ou SASP, qui sont également des facteurs inflammatoires. Alors, donc, effectivement, ces 20 dernières années, on a donc progressé dans l'immuno-inflammation dans le tissu adipeux, et puis avec donc la production de ces cytokines, un certain nombre de mécanismes comme l'activation de l'inflammasiome, l'hypoxie locale, le remodelage du tissu adipeux, d'une part. D'autre part, Sébastien l'a évoqué également, donc on retrouve du tissu adipeux dans différentes localisations, dans le muscle, au niveau viscéral, également autour du cœur avec ce tissu épididymaire. Donc tout ça, ça a fait effectivement proposer que finalement le tissu adipeux pourrait se manifester comme un réservoir pouvant expliquer finalement éventuellement une plus grande, un stockage viral avec également une contribution à une activation immunitaire et une amplification de cet orage cytokinique. Mais la question, c'est, donc il y a eu pas mal de revues qui ont proposé en fait cette hypothèse. La question, c'est quels sont les arguments en fait pour ça. Donc les premiers arguments viennent d'analogies avec d'autres virus. Alors effectivement, par exemple, il y a eu des travaux pour le virus H1N1 ou bien un adénovirus 36 qu'on peut retrouver dans le tissu adipeux, avec même des données parfois en fonction des types cellulaires, par exemple, dans l'adipocyte, ou bien on va les retrouver dans les cellules de la fraction non adipocytaire, c'est-à-dire fraction stromavasculaire, où on peut retrouver ces différents types de virus. Également dans les cellules endothéliales du tissu adipeux, également dans les lymphocytes éventuellement qui vont infiltrer dans le tissu adipeux. Mais que sait-on finalement du SARS-CoV-2 ? En fait, pour l'instant, pas grand-chose. Et donc, j'ai trouvé que ce travail-là était intéressant. L'idée, c'était de revenir sur finalement des données, tout d'abord de transcriptomes, donc des grands jeux de données transcriptomiques pour regarder tout d'abord l'expression de facteurs d'entrée virale comme la CE2 ou TMP-RSS2, qui est ce cofacteur d'entrée. Et en fait, quand on combine ces données, on voit qu'il y a une expression plus faible finalement de ces deux facteurs dans le tissu adipeux des sujets obèses et des personnes atteintes d'obésité. Et ça, c'est un peu paradoxal parce que dans d'autres travaux, il était proposé effectivement qu'il y ait également une activité accrue en fait du système rénine-angiotensine, dans lequel la C2 également intervient, qui faisait supposer, qui était une hypothèse proposée en fait pour l'entrée du SARS-CoV-2. Il y a une augmentation de l'expression de ces facteurs-là avec l'âge. Par contre, effectivement, il y a plus d'expression dans la graisse viscérale comparée à la graisse sous-cutanée. Et il existe aussi des relations avec l'expression d'un certain nombre de marqueurs de macrophages et inflammatoires. Et en fait, ce qui est souligné également dans la revue d'Anne Drucker, c'est le fait que le SARS-CoV-2 est aussi détecté à plus faible niveau dans le sang. Donc vraiment, la question de cette hypothèse finalement de stockage viral pour le SARS-CoV-2, en fait, finalement, nécessite d'être explorée dans le détail et probablement en lien avec ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'accumulation des cellules inflammatoires dans le tissu adipeux, voire même des facteurs de sénescence. Donc, le tissu adipeux, on a parlé de ces macrophages, et puis donc ils viennent bien sûr des cellules circulantes qui sont de différents types donc, au niveau systémique. Donc on a affaire à des monocytes dits classiques, à des monocytes résidents, et puis nous avions montré il y a déjà quelques années que chez les personnes aux situations d'obésité, il y avait également une augmentation
de la quantité de monocytes qui sont pro-inflammatoires. Et ces monocytes CD14 plus intermédiaires et CD16 positifs qui témoignent de l'inflammation. Et récemment, donc, effectivement, en regardant ces cellules périphériques inflammatoires, il a été montré qu'il y a des modifications des monocytes circulants avec notamment l'élévation de l'expression d'IRF5 ou d'interféron bêta-1. Donc, il y a des modifications moléculaires des monocytes. L'hyperglycémie in vitro joue un rôle et surtout, en fait, ces monocytes semblent être plus sensibles à l'infection par le SARS-CoV-2. Donc, modification des monocytes, une diminution des monocytes classiques, mais des perturbations en fait dans leur réponse avec une augmentation de la sensibilité à l'infection virale. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est la problématique de également l'immunité cellulaire. Alors, dans le cadre toujours du RHU Karma, où on s'intéresse à la problématique de l'obésité et de l'immunosénescence, en fait, on a regardé les populations lymphocytaires des personnes en situation d'obésité sévère. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le vieillissement? Donc, avec le vieillissement, il y a des modifications des lymphocytes B et T, avec classiquement une diminution des lymphocytes de type naïf et une augmentation des cellules mémoire. Autre élément, je vous en ai déjà parlé, bien sûr, les changements de l'inflammation bas grade. L'accumulation de cellules sénescentes qu'on va repérer en fait par des marquages membranaires, et puis le raccourcissement également des télomères qu'on peut également observer. Donc, tout ça, ce sont des changements qui sont bien identifiés dans les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, dans ce qui explique également la sévérité de certaines infections, en particulier liées à la sénescence, au vieillissement, et la diminution de la réponse vaccinale. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire chez des personnes obèses? Et en fait, on a regardé ces marqueurs et je vais vous montrer des données qui ne sont pas publiées. Donc, en fait, on a pu regarder, vous voyez, on avait 33 personnes qui n'avaient pas d'obésité, 43 personnes obèses et 43 personnes obèses et diabétiques, et puis bon, avec un certain nombre de mesures. Donc, la première chose qu'on a pu voir, c'est avec ces différents... Donc, je vais juste revenir sur là. Vous voyez, donc en fait, on va prendre en fait, ces marqueurs membranaires pour regarder en fait, ces cellules qu'on regarde en cytométrie de flux. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est une diminution, en fait, tout d'abord des cellules qui ont des marqueurs d'activation. Donc ça, c'est la première chose qui sont mentionnées ici par ces cellules CD4, PD1 négatif, CD28 positif. Or, PD1, qu'est-ce que c'est? C'est un immune checkpoint un point de contrôle immunitaire extrêmement important. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est l'augmentation de la quantité de cellules CD4 PD1+, qui est donc inhibiteur pour la réponse immunitaire, donc, et également CD28+. Donc, et également cet autre marqueur ici, KLRG1, qui a été repéré, donc avec également une augmentation en proportion donc, de cellules qui sont CD4+, KLRG1 positif, CD28+. Donc, en résumé, ce qu'on a pu montrer, et donc vous avez la primeur de ces données non publiées, c'est que l'obésité induit une diminution de cellules T naïves et une augmentation de l'expression du récepteur inhibiteur PD1 dans les cellules CD4. Autre point, c'est qu'est-ce qui se passe au cours de la chirurgie bariatrique, puisqu'on a pu suivre en fait ces personnes à 1 an après la chirurgie bariatrique. Je vous demande juste de vous concentrer sur ce panel ici. Vous voyez donc qu'il existe en fait une augmentation des cellules qui sont, voilà ici, après la chirurgie bariatrique, pardon, une diminution des cellules CD4 anergiques et sénescentes. Bien sûr, ça, c'est associé à également une diminution bien connue donc de la CRP, de l'IL6 ou de PAI1, par exemple, qui est un marqueur du SASP, donc après la chirurgie bariatrique.
Donc, en résumé, en fait, chez des personnes en situation d'obésité, ce qu'on sait, c'est qu'il existe donc une réduction des populations de cellules TCD4 naïves et également de facteurs importants donc, pour l'activation et un épuisement finalement de ces cellules CD4 identifiées par ce marqueur PD1+. Et donc, je ne vous ai pas montré les CD8, mais on a à peu près des phénomènes un peu semblables. Et donc, ces modifications sont réversées partiellement. Et puis, vous avez vu, il y a de la variabilité dans la réponse. Donc, en fait, pas chez tout le monde. Donc, après la chirurgie bariatrique. Dernier point qui a été, donc ça c'est pour la partie immunitaire. Dernier point qui a été beaucoup discuté, c'est la problématique du microbiote intestinal et de cet axe intestin-poumon. Alors là aussi, dans la littérature, ces données fleurissent. Hein. Il y a beaucoup de données, donc mentionnant l'importance d'un microbiote intestinal divers, varié, et aussi le fait qu'en situation d'altération, c'est-à-dire de dysbiose, donc non seulement d'altération dans la composition du microbiote, mais aussi dans sa fonctionnalité. Donc, tout ça pourrait intervenir avec des formes de Covid-19 graves. Alors, qu'est-ce qu'on a? On commence à voir, et là, je pense qu'on va avoir très vite d'autres données sur le microbiote intestinal. Je vous montre cette étude publiée dans Gastroentérologie en 2020, une étude limitée, hein, c'était 15 patients avec la Covid-19, 6 sujets avec une pneumonie Covid-19 négative et 15 témoins sains. Et là aussi, je voudrais mentionner tout de suite, ce qui est compliqué en fait dans ces études, c'est le fait que d'emblée, ces patients, bien sûr, avaient un certain nombre de traitements dans la prise en charge, y compris une antibiothérapie. Mais donc finalement, ce que disent les auteurs dans ce travail, donc ils ont séquencé le microbiote intestinal, ils ont dit, voilà, on voit une augmentation d'un certain nombre de pathogènes opportunistes et puis également des changements de certaines bactéries commensales qui sont importantes et associées par exemple à plutôt un effet bénéfique comme ce Faecalibacterium prodisnitzii ici ou encore Roseburia. Et donc est discuté parce qu'il y a une signature qui a pu être identifiée associée à l'infection par SARS-CoV-2. Et vous voyez, il y a une signature associée à un certain nombre de bactéroïdes, effectivement, qui sont modifiés chez ces patients. Et en fait, ce qui est mentionné dans cet article, c'est qu'avec un suivi cinétique, il retrouvait une altération prolongée en fait, de ces modifications du microbiote chez ces patients. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses, hein, finalement, qui sont proposées sur le rôle du SARS-CoV-2 sur ces signatures bactéroïdes et également sur ces changements de la flore commensale. Alors tout ça, bien sûr, on a envie de dire, mais au fond, au cours de l'obésité, il existe, ça c'est bien déterminé maintenant, en tout cas chez certaines personnes, une perte de la diversité et de la richesse bactérienne dans les maladies métaboliques dans l'obésité. On avait pu montrer, notamment avec les équipes de l'INRAE, qu'effectivement, un faible nombre de gènes bactériens était associé à une augmentation des facteurs de phénotype cardiométabolique, hein, élévation des lipides, de l'adiposité, des marqueurs de résistance à l'insuline ou encore de l'inflammation bas grade. Ce qu'on sait également chez des personnes en situation d'obésité, c'est qu'il y a une diminution des bactéries qui produisent ces fameux acides gras à chaîne courte. Et puis, plus récemment, grâce au consortium européen, le Métacardis, que j'ai coordonné au niveau européen, donc on a pu montrer cette signature des bactéroïdes B2 qui est bien associée à cette inflammation dite de bas grade. La question vraiment qui se pose, c'est que vraiment on a besoin d'informations sur le lien effectivement entre cette dysbiose chez les personnes obèses avec la gravité de la Covid-19. Voilà, donc j'ai essayé de vous résumer finalement cette physiopathologie qui, comme je vous l'ai dit, doit vraiment être étudiée. Donc on a évoqué la problématique de l'entrée virale.
effectivement, donc c'est quand même le poumon qui est quand même la première cible. Et je vous ai dit, bon voilà, sur les lavages bronchiques, effectivement, il semble y avoir une augmentation d'expression de l'ACE2. Après, sur les organes hors poumon, je crois, donc toute cette problématique autour du réservoir du tissu adipeux, la problématique de l'immunité, et des changements en fait de cytokines. Et je vous ai parlé également de l'immunité cellulaire qui n'est pas représentée sur ce résumé. Et puis encore, je pense, beaucoup de choses à faire sur l'expression d'ACE2 dans le tissu adipeux. En tout cas, cette question du système rénine-angiotensine dans le tissu adipeux. Dernier point, c'est bien sûr la réponse au vaccin, qui est une grande question. Et ça, de la même façon, hein, par analogie avec les vaccins contre la grippe ou encore l'hépatite B, bon, il a été montré des réponses réduites chez les personnes obèses par rapport aux personnes non obèses. Là, il y a un travail récent qui est en ligne. On peut consulter, donc ce n'est pas beaucoup de sujets, c'est 249 professionnels de santé. Mais en fait, ce que vous voyez là, en fonction des stades d'obésité, vous voyez ici que dans l'obésité, si on regarde les anticorps anti-spike, tout d'abord, il y a une très grande variabilité en fait, des sujets. Mais ce qui est mentionné dans cet article, c'est qu'effectivement, il existe une diminution manifestement de cette réponse sérologique. Mais encore une fois, ça nécessite d'être approfondi. Et Sébastien l'a mentionné, ce sera vraiment l'importance de cette cohorte nationale CORF-POPART, dans lequel il est prévu d'inclure 1400 sujets en situation d'obésité et 1400 sujets avec un diabète de type 2. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie et puis je serai ravie de prendre les questions. Merci beaucoup, Karine. C'était vraiment passionnant et je pense que ça va soulever beaucoup de questions. Oui, oui, oui. Et donc, tout de suite, qui veut démarrer? Donc, Jacques, il levait la main. Ah non, c'est où il... je ne vois pas de main qui se lève. Si, Jacques Bringer avait mis un... Alors, on vous écoute, Monsieur Bringer, oui, oui. Non, merci beaucoup, Karine, pour ce très beau tour d'horizon et vous montrez la complexité des mécanismes en cause hors des facteurs mécaniques, cardiovasculaires, respiratoires et autres. Vous venez de dire un mot sur la réponse au vaccin. On a parlé très largement des accidents thromboemboliques dans la COVID, et je me posais la question d'une part, est-ce que ces accidents thromboemboliques étaient plus nombreux pour expliquer une part de la morbidité liée à l'obésité? Et deuxième point, est-ce que la réponse au vaccin dont vous venez de dire qu'au niveau sérologique, elle paraît réduite chez les obèses, notamment les obésités importantes, est-ce que cette réponse au vaccin induit une inflammation particulière, une réponse particulière sur des marqueurs inflammatoires? On voit bien dans les centres de vaccination, même en observant les vaccins journalièrement et les personnes vaccinées, qu'il y a des réponses de nature inflammatoire, que ce soit locale ou pseudo-grippale, très variables d'un sujet à l'autre. Et donc, je me posais la question, est-ce que chez les obèses, il faut attendre une réponse inflammatoire globale différente? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Et la première partie de la question, c'était le risque thrombotique. Donc oui. je pense que sur le risque thrombotique, alors pas lié au vaccin, attention, hein, je veux dire sur les facteurs de risque, Cyrielle, Sébastien pourront commenter, mais je pense qu'effectivement, ça a bien été déterminé. C'est un des facteurs
tout cas dans l'obésité, on sait qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire plus de thrombose dans l'obésité, y compris le fait d'être obèse et longtemps en réanimation, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur thrombose et ce qu'on entend là sur notamment le vaccin AstraZeneca, je pense que là, il faut attendre, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment pour l'instant, il faut qu'on aille plus loin bon, je pense qu'on n'est pas vraiment d'éléments. Pour l'instant, il faut attendre le résultat de l'analyse qui est en train d'être faite en ce moment. Après, le dernier point, c'est… Oui, pour compléter ce que tu viens de dire, ce que j'entendais ce matin, effectivement, c'est que sur les 20 millions de doses AstraZeneca en Angleterre, il n'y a pas eu un seul cas de thrombose signalé. Donc, bon, on n'en sait pas plus. Mais, voilà, c'est ça. Donc, il faut être prudent, je pense. Mais on en sait quand même plus avec cette information. Oui. Alors, et ensuite, sur la réponse, la question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait prédire en fait sur la réponse inflammatoire? Je pense que je vous ai montré que c'est une hypothèse. Hein. Ce que vous dites, Monsieur Bringer, c'est une hypothèse tout à fait intéressante. Et ce sera ce qu'il va y avoir dans cette cohorte-là nationale COV-POPARP, là, ça va être justement de regarder non seulement la réponse sérologique, mais également des réponses d'immunité cellulaire, en fait, dans des petits groupes de patients. Donc, alors, à ma connaissance, il n'y a pas de données qui permettent de dire est-ce que localement, les patients plutôt obèses font une réponse inflammatoire plus importante au vaccin. Je ne crois pas qu'on y ait les données, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais effectivement, c'est un point, c'est vraiment une question. Ouais. Voilà, donc j'espère qu'on aura les éléments, on aura des éléments avec ces cohortes. Merci. Karine, moi j'ai trouvé, je ne suis absolument pas spécialiste de la chose, mais j'ai trouvé que les différences rapportées sur les CD4 activés chez l'obèse versus non-obèse, il y avait une différence significative, mais j'ai trouvé quand même que c'est plus une dispersion des points qu'une différence significative. Alors oui, en fait, ce que tu as raison, c'est pour ça que j'ai signalé la grande hétérogénéité. Et en fait, bien sûr, il y a la comparaison moyenne, mais en fait, il y a une grande variation dans les points. Et c'est un peu la même remarque sur les signes de sénescence que j'ai voulu mentionner. Donc, on sait qu'il y a une très, très grande hétérogénéité chez ces patients. Et en fait, ce qu'on est en train de regarder, c'est justement les comparaisons de ceux qui ont, par exemple, les taux de CD4, PD1+, positifs, les plus élevés par rapport aux moins élevés, et justement par rapport aux autres facteurs cliniques, par rapport à l'inflammation bas grade, etc. C'est le problème dans l'obésité. Hein. On sait que voilà, c'est extrêmement hétérogène et ce qui peut expliquer l'hétérogénéité dans les réponses. Oui. Mais juste pour, quand on regarde la présentation précédente, on ne retrouve pas cette hétérogénéité, ou je n'ai pas bien vu. Donc là, je m'adresse à Cyrielle Cossy aussi. D'un côté, on a quand même une hétérogénéité de la réponse chez les obèses, oui, en expliquant que certains obèses vont avoir un gros effet, vont avoir un Covid dur, et d'autres un Covid qui va être moins massif. Et est-ce qu'on a le même phénomène au niveau populationnel? Est-ce qu'on voit ce genre de situation, ou est-ce qu'au-delà d'un IMC de 40, globalement, ils ont tous un Covid qui va être très invalidant? je pense que je peux répondre sur, en tout cas, là, ce que je vous ai montré sur les données, hein, c'est des gens qui sont candidats à la chirurgie bariatrique. Donc, en fait, ils ont un IMC supérieur à 35 jusqu'à 50, 60. Et même dans cette population-là, il y a vraiment une hétérogénéité sur effectivement la proportion de ces cellules inflammatoires avec des facteurs de sénescence qui vont apparaître ou pas. Et c'est la même chose pour le tissu adipeux. Nous, on était vraiment surpris de voir qu'on avait des prélèvements de personnes âgées de 70 ans, donc en situation d'obésité sévère, et d'autres, des jeunes d'une vingtaine d'années. Et on pouvait avoir des jeunes avec déjà des signes de sénescence importants dans le tissu adipeux, et puis des gens plus âgés
vous avez vu les couleurs du tissu, en fait, qui avait un tissu tout blanc et qui n'avait pas de signe évident de sénescence du tissu adipeux. Donc, ça illustre bien la difficulté et en fait, vraiment l'hétérogénéité chez ces patients. Et toujours, j'ai aussi une autre question. Tu as beaucoup parlé de tissu adipeux abdominal Oui. et pas de tissu adipeux brun. Il n'y a aucune différence? Alors, dans ces niveaux alors, dans le tissu adipeux brun, je crois qu'on ne sait pas. Par rapport à SARS-CoV-2, ce qui a été regardé notamment sur l'expression, vraiment à CO2, etc., c'est les comparaisons sous-cutanées viscérales. Donc, et dans ces niveaux d'obésité-là, franchement, on ne détecte pas beaucoup de tissu brun, même du tissu beige, qui est le tissu adipeux intermédiaire, on n'en détecte pas dans ces niveaux d'obésité sévère. Donc là, je pense qu'il y a une vraie question sur cette hypothèse, c'est est-ce que le virus va s'accumuler, est-ce que le tissu adipeux va être un réservoir de ce virus, et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il faut être prudent, c'est une hypothèse physiopathologique, mais que pour l'instant, on a besoin de plus d'éléments. Ceci étant, ça serait quand même pas mal si vous avez un patient qui passe en TEP, de faire un petit coucou, quoi. Oui, bien sûr. Oui, moi j'avais une question, Karine. En fait, nous, on a fait un travail sur les neutrophiles en regardant les nets, le crosstalk qui est entre les neutrophiles et les macrophages, et tu sais, les nets. Et je me posais la question par rapport à l'obésité, parce que c'est vrai que cette histoire d'obésité viscérale, réservoir de cytokines, est-ce qu'on a, et là, bon, pour nous, notre hypothèse, c'est plus qu'on a des données qui sont plus, bien sûr, de type association que mécanistique, mais malgré tout, il y a vraiment des arguments forts. On a effectivement cette notion d'HMGB1 qui va jouer un rôle, hein, donc des DAMP, mais également les nets qui vont activer donc les macrophages. Et donc, la question pour moi, c'était les sous-populations, les macrophages M1, M2. Est-ce qu'il y a des travaux dans la littérature pour regarder si finalement il y a une différence fonctionnelle par rapport à la réponse et à l'orage cytokinique de M1 versus M2, puisque dans l'obésité, il y a moins de M2. Est-ce que ça pourrait être une piste ou est-ce que… Alors, je voudrais juste revenir sur ce concept-là. Dans l'obésité, il y a moins de M1, M2, de M2, parce que là aussi, c'est pas évident. Modèles animaux, il n'y a pas de doute. Modèles animaux, vous mettez des animaux sous régime gras, vous allez voir très vite l'apparition d'un basculement de M2 vers M1 avec vraiment des facteurs pro-inflammatoires. Dans l'obésité humaine, franchement, c'est plus compliqué. On a plus un mixte des deux, hein, finalement, de M1 et de M2. Et en fait, on peut voir finalement des sécrétions à la fois de cytokines pro et anti-inflammatoires, bien sûr en faveur des cytokines pro-inflammatoires. Mais globalement, il y a encore des M2. Après, sur ce qui a été fait, c'est sur les monocytes. Donc, les monocytes circulants, effectivement, les monocytes plutôt M1 semblent être plus sensibles à l'infection par le virus. Pour les cellules du tissu adipeux, je n'ai pas vu. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'il y a une différence entre M1 et M2 quand même. C'est quand même effectivement… Okay. Mais ça, donc en fait, finalement, le message pour la présentation, c'est vraiment qu'on a besoin de cette recherche physiopathologique dans l'obésité. Et en fait, Cyrielle Cossi mentionnait effectivement la difficulté toujours d'admettre que c'est une vraie pathologie chronique, multi-organes, multisystèmes. Voilà, si l'Académie de médecine peut en mettre une couche sur cette question, oui, je pense que ça aiderait beaucoup de gens. Bien sûr, et justement par rapport à cette notion de maladie de système, le lien avec l'insuffisance rénale, parce que c'est vrai que dans le Covid, il y a quand même eu beaucoup de données sur l'insuffisance rénale, le facteur y compris pronostic, péjoratif.
Et comme il y a un lien entre les deux, est-ce que ça aussi, ça a été regardé d'un point de vue? En fait, c'est un point qu'on est en train de discuter, justement dans cette cohorte nationale, parce que là, l'idée, c'est effectivement de recruter des groupes de sujets à risque, et l'insuffisance rénale et aussi les transplantés font partie, et c'est justement ce qu'on discutait, qui est donc on va avoir des sujets avec des comorbidités, et il va falloir justement disséquer un petit peu tout ça, en fait, sur les facteurs de risque. Donc oui, typiquement, bien sûr. Donc, et notamment dans la réponse vaccine, hein, il va aussi avoir l'inclusion de patients qui sont porteurs du VIH. Ça aussi, c'est une question, hein, parce que beaucoup de ces patients ont des modifications. On évoquait tout à l'heure les lipodystrophies, mais ont des modifications effectivement de la distribution des graisses également, en partie liées au traitement d'ailleurs. Par contre, pour le foie, nous, dans notre petite série sur Nancy, où on a fait ce travail sur les nets, on a regardé la NASH, on a regardé ça, on a regardé le BMI. On n'a rien trouvé par rapport à la NASH. Je ne sais pas si... Ah oui, d'accord. Oui. Ce qui a été montré, c'est que il y avait une diminution des cellules mètres, hein, c'est ça, qui était associée à l'inflammation. Hein, donc, d'ailleurs, c'est en rapport avec le microbiote parce qu'elles sont activées, en fait, ces cellules par le microbiote. Là aussi, hein, on a plus de données chez la souris que chez l'homme. Hein. Ah oui. Merci beaucoup. Oui, c'était vraiment très, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire? Du coup, on n'a peut-être pas, je veux dire, bon, on a fait un petit peu on a quand même vu un peu, on a fait plus que survoler les questions et les différents aspects par rapport à une discussion générale, mais je ne sais pas si il y avait des points à ajouter par Cyril et Sébastien par rapport à tout ce qui vient d'être discuté, puisque vous aussi, vous aviez vraiment aussi ce regard mécanistique, physiopathe, non? Vous avez des choses à rajouter, Sébastien? Non, peut-être juste une chose. On est en train de mener un travail là sur l'exploration de tous les essais vaccinaux qui sont enregistrés sur Clinical Trials. Et on se rend compte qu'il y a quasiment une moitié des essais cliniques enregistrés en cours et qui ont comme critère d'exclusion l'obésité. Et donc, on a fait ce travail d'évaluation et on a soumis à une première revue, parce que vous avez la primeur de l'information, vous avez la primeur du rejet aussi, qui date d'hier. Et alors, c'est assez rigolo parce qu'on a soumis à Annals of Internal Medicine, on a été reviewé et la critique, c'est que les 3 essais qui ont mené en gros aux 3 vaccins disponibles aux États-Unis ont des obèses dans leur population. Donc, en gros, le sujet n'a aucun intérêt, ça n'intéresse pas les États-Unis. Donc, c'est une vraie évaluation scientifique comme on les aime. Ce qui m'a permis de me fendre d'un petit mail à l'éditeur. Mais par ailleurs, donc on va le soumettre ailleurs. Et moi, je trouve que l'information continue à être pertinente puisque le globe n'est pas constitué d'Américains uniquement. Et je trouve que c'est un vrai sujet dans la mesure où on ne peut pas d'un côté, comme on vient de l'évoquer pendant presque 1h30 ou 1h45, clairement identifier l'obésité comme facteur de risque, de forme sévère, de mortalité, d'hospitalisation avec de la mécanistique sous-jacente, et de l'autre côté, exclure les patients les plus concernés par la vaccination des essais cliniques. Donc, ça veut dire que pour la moitié des essais en cours, on n'aura pas la preuve de l'efficacité de ce vaccin. Alors, on s'en sort par une pirouette en faisant une cohorte nationale sur laquelle on va surveiller les taux d'anticorps, mais je trouve que c'est une façon un peu indirecte de répondre à la question clinique, quoi. Ouais, bien sûr. Oui. Cette cohorte nationale, là, elle est mise en place. Alors, parce que ça, c'est un élément important. Vous regardez, je suppose, y compris vous corrélez avec les réponses sérologiques, non? J'imagine. Oui, c'est essentiellement ça. Oui, c'est la réponse sérologique, les anticorps qui vont être regardés donc, à un mois, Sébastien, 6 mois, 12 mois, 24 mois, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et donc ça, c'est essentiellement la réponse sérologique. Et pour à peu près un tiers de la population, il y a quelques tests de réponse cellulaire.
D'accord. Donc, voilà, Ah oui. donc nous, on s'était dit, donc justement, avec le réseau Force, et avec Martine Laville et puis quelques autres, on s'est dit, bon, bah, pour l'obésité, c'est vraiment clé, enfin, en particulier avec ce que vient de dire Sébastien, sur le fait qu'on n'a pas beaucoup d'informations chez les patients obèses, quoi. Vous différenciez patients obèses diabétiques ou pas, bien Oui. sûr, vous avez observé des différences. Alors, Oui, juste dans la cohorte, ça va être, oui, 2 groupes séparés. D'accord. Donc, voilà, on ne sait pas encore, hein, bien sûr, ça, ça démarre juste. Mais que pensez-vous, Monsieur Bringer? Ce serait peut-être intéressant quand même de leur proposer de faire un texte pour l'Académie, parce qu'il y a vraiment des liens de santé publique et il y a notamment par rapport à la vaccination, c'est des messages qui sont d'actualité. Et avec, je pense, une stratégie, des projets en cours en France, et est-ce que l'Académie ne pourrait pas se positionner sur cette question? Est-ce qu'il y a un Moi, groupe comme ça d'Académie? en écoutant la qualité des présentations, je me disais qu'il serait bien de programmer en séance plénière à l'Académie et à ce moment-là, avec texte à l'appui, mais avec une assemblée et une communication bien plus importante, ces présentations aménagées dans quelques mois en fonction des acquis et des nouvelles publications. Je pensais bien d'avancer sur une plénière qui aura lieu dans un an peut-être, ou un peu plus, mais la plénière permettra de communiquer. Je pense que nous avons les orateurs. Bah oui, écoutez, on en serait très heureux, oui. On vous remercie. Si vous pouviez vous en charger, quoi, quelque part, On c'est vous va, en meilleure position pour le faire. on va monter ça avec le temps de se retourner pour eux, parce qu'entre-temps, ils ont le travail de recueil des données de publication qui enrichira tout ce qui vient d'être dit. Bon, bah écoute, Charles-Henri, c'est peut-être le moment de conclure. Donc, on va bien sûr vous remercier chaleureusement tous les trois. Et puis, je vais laisser Charles-Henri, je vais laisser à Charles-Henri le soin d'apporter le mot de la conclusion. Oui, Merci et encore. comme j'avais dit au tout début de cette visioconférence, un des objectifs était d'identifier des orateurs qui pourront faire une séance plénière complète. Je pense que l'objectif est atteint, comme tu viens de le dire et comme Jacques Bringer vient de le souligner. Et je me chargerai de porter l'information et d'essayer de faire avancer le schmilblick pour avoir rapidement une date de séance plénière, dans la mesure où je crois que je résume la pensée de tous, que ce qu'on vient d'entendre est particulièrement intéressant, quel que soit le thème de